lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce 23h. Soyez les bienvenus pour ce deuxième épisode. Ce soir, nous sommes en compagnie d'Alexandre Charles Wallner et de Nathan Desbois. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Ce soir, comme vous le savez, c'est un rituel que nous faisons chaque 23h. Nous accueillons un invité. Ce soir, nous recevrons Charles Wallner. Nous rediscuterons du documentaire de l'ANR. Non, de l'AN. On va dire l'Antonov 225. Donc son documentaire. Nous discuterons également de sa maison entre guillemets de l'invention du monde, qui prévoit de créer la bague CW Ring, une bague connectée qui va permettre de faire la révolution. Et nous parlerons de son projet, un film Roblox qui sera La Guerre des Deux Roses. Maintenant, si tout le monde est prêt, il est l'heure d'accueillir Charles Wallner. Bonsoir Charlie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Alors, on vous connaît pour notamment votre projet que vous allez réaliser, La Guerre des Deux Roses. On vous connaît également pour votre documentaire sur l'aéronautique, l'Antonov 225, c'est bien ça? C'est ça. Mais on vous connaît plus perspicacement que vous prévoyez de créer la CW Ring, une bague connectée qui pourrait révolutionner. On va en revenir après, mais on va commencer déjà par votre documentaire. Très bien. Alors, ce documentaire, d'abord, bravo, parce que merci. Bravo, parce que c'est pas simple hein, de sortir un documentaire sur l'aéronautique. D'où vous est venue l'idée de faire ça? Alors, dites-vous que lorsque la guerre en Ukraine a commencé, ça a choqué tout le monde, quoi, que d'un instant à l'autre, d'une journée à l'autre, on entre en guerre dans ce pays, enfin même si ça se plaint depuis longtemps, et lorsque des symboles dans une guerre sont détruits, ça fait parler de lui, et du coup, on découvre ou redécouvre son histoire, et c'est là où j'ai découvert l'Antonov 225, son histoire, quand j'ai appris qu'il a été détruit en Ukraine. Et au départ, quand je voyais les images, je croyais que c'était un avion qui sortait de son contexte. C'était un avion qui, pour moi, était fantaisique. Et en fait, quand je me suis allé me renseigner derrière, c'était vraiment magique de voir que tout ça partait du rêve d'un homme, du rêve d'une nation. Et derrière, du coup, j'ai décidé d'en faire tout un documentaire pour rendre hommage à cet avion qui a été détruit. Et ça, c'était peu de temps après avoir rencontré une équipe aéronautique qui s'appelait Air Sky PTFS. Malheureusement, ils ne sont plus parmi nous.
Voilà, tous les serveurs aéronautiques qui sont venus derrière ont été fermés. Et c'est bien triste. Du coup, aujourd'hui, la plupart de ses membres travaillent encore pour des projets TF1 comme la guerre des Roses, mais pendant 1 ou 2 journées de tournage, si je me souviens bien, on a pu vraiment partager cette admiration qu'on avait pour l'avion une fois qu'il était sorti sur Pilot Training Flight Simulator. Ils sont plus des vôtres, mais vous continuez encore à avoir des liens avec... Ils sont plus nos partenaires, mais on continue à travailler ensemble. Je me tourne vers vous, mes témoins. Est-ce que vous avez déjà regardé le documentaire? Alors moi, j'ai regardé le documentaire, je l'ai trouvé très émouvant et très intéressant en même temps. Je trouve que les images montrées, même si c'est que sur un jeu Roblox, sont très belles à voir et que franchement, je trouve que cette histoire nous rappelle de grandes leçons et de grands fondamentaux de notre monde qu'on ne devrait jamais oublier. Donc bravo pour ça, franchement. Merci. Nathan? Oui. Alors, je vais pas mentir, je vais pas rapidement. Je vais regarder la suite. En tout cas, rien que les débuts, j'ai adoré. Comme l'a dit Alexandre. Rien que le début est très émouvant. J'ai adoré. Je vais regarder la suite plus tard. Donc bravo. Merci. Alors d'ailleurs, je peux vous raconter un petit fun fact par rapport à ça. Quelques mois après la sortie du documentaire, l'Antonov 22 Antey, qu'on a vu dans le documentaire, est sorti justement sur le jeu en question. Je peux vous jurer que pour moi, et je pense pour quelques-uns des membres de l'équipe, ça a dû nous mettre le seum. Parce qu'on aurait pu se dire qu'on aurait pu utiliser l'avion, on aurait pu tourner quelques scènes avec. Mais bon, franchement, pas de regret. On a vraiment apprécié le moment et le documentaire a plu à pas mal de monde. En tout cas, pour ceux qui m'ont regardé et qui m'en ont parlé, ils m'ont dit que ils ont bien aimé. Je confirme. En tout cas, je pense que quand même, bravo, hein, franchement. Quand même, bravo. Pourquoi avoir décidé de travailler sur l'avion ukrainien? Parce que il peut y avoir d'autres avions, hein, comme le Concorde, comme les Airbus. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le choix de l'Antonov est symbolique. Même si on peut dire que tout projet part d'un rêve, d'une ambition, c'est vrai que cet avion n'est pas un avion comme les autres. Même si le Concorde a été aussi magique, on sait qu'il avait pas mal de défauts. Le prix de l'essence qui faisait que les prix étaient chers, et aussi le problème qui faisait beaucoup de bruit. Et du coup, c'était un avion qui était populaire, mais dans très peu d'endroits, alors que cet avion, il était connu du monde entier. Et comparé au Concorde ou à d'autres avions, celui-là a une longue histoire. Il a traversé les générations. Et derrière, ce n'est pas que l'histoire d'un seul avion. Ça résume le résumé d'une entreprise, le résumé des ambitions qu'elle a eues pour construire toujours plus gros, toujours plus grand, et on remarque au fait au travers de cet avion qu'on reprend des aspects ou utilise justement pour le transfert des matériaux des avions qui l'ont précédé. Vous voyez, c'est vraiment une histoire qui progresse, l'avion qui s'agrandit, donc c'est pour ça que c'est un avion particulier et que je l'ai choisi, et puis c'est un avion dont on n'avait plus beaucoup entendu parler à part pour la guerre. Intéressant. Alors, du coup, nous allons revenir sur votre documentaire. Je pense que si vous accordez, on va montrer quelques images. Bien sûr. Extraits. Globalement, ce tournage, il vous avait fait penser sûrement au reflet de l'Antonov.
qu'est-ce qui vous a marqué dans ce tournage? Dans ce tournage, ce qui m'a marqué, c'était l'engagement des équipes. Ils étaient tous très engagés, très sérieux. Ils avaient le langage aéronautique comme si c'était eux les pilotes ou les membres au sol. Et ils avaient vraiment apprécié le bon moment. Ils essayaient vraiment de profiter du moment présent. Et quand on avait du mal à préparer le tournage, ou qu'il fallait décaler les dates, il y avait toujours celui qui m'avait aidé à la coordonner toutes ces scènes. D'ailleurs, dédicace à lui, mais il m'a aidé à coordonner les scènes et franchement, il a beaucoup été investi dans ce projet. Et puis, au début, il y en avait certains, ils auraient voulu profiter de ce projet pour s'attirer la gloire, alors que eux, ils venaient pour tourner, pour profiter. Ils voulaient rien derrière, ils voulaient juste profiter d'un moment. Voilà, ils voulaient profiter d'un moment avec des gens qui sont passionnés comme eux d'aéronautique. Alexandre, Nathan, vous êtes quoi? Vous êtes aéronautique? Vous êtes plus quoi, vous? Moi, personnellement, je suis plus au cinéma, mais connaissant très bien ce monsieur-là-bas, c'est vrai que je m'intéresse aussi de temps en temps à ce qu'il fait, mais je trouve que l'histoire de l'aéronautique est dingue, et franchement, c'est toute une expérience de vivre ce qu'il fait, mais c'est vrai qu'après, moi, je suis plus branché cinéma, et en termes de cinéma, c'est vrai que c'est toujours les scènes avec des combats dans les airs, ou qui ait des rapports avec les avions, que je trouve ça toujours bien réussi, parce que ça a son style, ça a son charme, donc voilà. Le documentaire, c'est une branche du cinéma, quoi. C'est... Le documentaire est une branche du cinéma, en effet. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est parce que aussi le documentaire est très vrai et que ça se rattache beaucoup au cinéma. Et moi, franchement, je trouve les documentaires très sympas. Merci. Nathan? Oui. En fait, j'ai pas écouté, c'est quoi la question? Parce que. La question, c'est... globalement, C'est oui. est-ce que vous êtes plus avion, transport... Est-ce que vous êtes plus aéronautique ou autre chose? Parce que c'est... Moi, je suis plus autre chose, quoi. Des fans d'aéronautique, je pense que ils sont... Alors, je vais pas me cacher, je m'intéresse pas beaucoup à l'aéronautique, je m'intéresse plus vers comment ça s'appelle, enfin, des produits, tout ça. Donc après, j'aime bien aussi, mais c'est pas le truc que je préfère, quoi. Après, j'ai adoré. Après, c'est sûr. Bon, je le dis, hein, mais... Voilà. Après, C'est vrai que l'aéronautique est un domaine qui réunit pas beaucoup de passionnés parce que pour beaucoup ils se disent pour s'intéresser à l'aéronautique, pour réaliser un rêve dans l'aéronautique, pour beaucoup c'est ils se mettent en tête la contrainte de l'argent. C'est vrai que la contrainte de l'argent existe, mais la contrainte de l'argent existe si on veut faire des études dans l'aéronautique, si on veut se former au pilotage, à ce moment-là, oui, il y a des contraintes financières. Mais si on veut, par exemple, profiter d'une balade en avion, pris dans un petit avion de 4 places, faire un saut en parachute, ou faire du coavionnage, parce que c'est une nouveauté très récente, du coavionnage, à ce moment-là, les prix restent assez accessibles. Et ce qui permet de profiter pleinement de sa passion. Et puis tout simplement, il y en a qui font ce qu'on appelle du plane spotting, c'est-à-dire ils vont près de la piste ou du tarmac d'aéroport ou à l'intérieur des bâtiments aéroportuaires et ils filment les avions qui passent. Et à ce moment-là, ceux qui ont plus de moyens, ils filment directement sans cesse des trajets qu'ils font à travers le monde dans leurs avions.
Donc, vous, je pense que on a vu quelques photos entre guillemets. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui bosse entre guillemets, pas bosser, mais qui se forme par exemple à l'aviation, quelque chose comme ça? Alors, c'est vrai que plus tard, je compte bosser dans le secteur de l'aéronautique. Et il est vrai qu'en ce moment, je me forme pour obtenir ma licence de pilote privé. Une licence de catégorie globale qui me permet en quelque sorte de voyager à travers le monde entier. Donc oui, je suis en train de... Ça me permet vraiment de vivre tous les jours de ma passion. Et j'essaye de l'exploiter au mieux que possible. Même si je sais que dès que j'aurai ma licence, mon carnet de réservation pour emmener des gens en balade ou en vol va se remplir en clignant des yeux. Donc vous serez capable de faire le tour du monde avec un simple avion? Bien sûr, bon, pas sans escale, mais avec des escales, bien évidemment. Oui. Mais oui. Ça vous donne envie ou pas, Alexandre et Nathan? Alors franchement, je vous avoue que j'ai hâte à me faire un premier vol avec lui en avion, mais bon, faire le tour du monde en avion, je sais pas si je me sentirais de faire ça, parce qu'après faut pas trop abuser non plus, mais rien que de faire des tours en avion, dans un petit avion juste avec lui, franchement, moi je serais prêt à faire n'importe quoi pour ne serait-ce avoir qu'une demi-heure de bonheur. Nathan? Moi, je dis bah pareil qu'Alexandre. Donc, Ouais, moi non plus, je ferais pas non plus le tour du monde. Mais donc globalement, vous êtes plus favorable à monter dans son avion, quoi. oui, voilà. Ouais. Alors, nous allons jouer à un petit jeu. C'est bon. C'est un jeu avec des images. D'accord. Mais ça sera un jeu à base de l'aviation. Tout le monde joue. Il y aura plusieurs images. Le but c'est de décrire selon vous l'image, qu'est-ce qu'elle correspond, qu'est-ce qu'elle décrit. Voici la première image qui s'apparaît derrière vous. Alors, la question c'est à quoi... Donc on doit dire ce qu'on en pense, c'est ça à quoi ça nous fait penser? Voilà, à quoi ça fait penser. D'accord. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez jouer. Tentez Très de bien. trouver à quoi ça pourrait faire correspondre. Moi, ça me Alors, correspond à un je vous laisse atterrissage commencer. d'avion. Moi, perso, j'hésite entre un atterrissage et un décollage d'avion, mais vu le sens de l'avion, je partirais presque plus sur atterrissage sur un coucher de soleil. Nathan. Qu'est-ce que ça pourrait faire correspondre? On n'a rien vu, on n'a rien vu. Bah, attends, si tu veux, je peux répondre. C'est alors c'est la première fois. C'est la deuxième fois que ça arrive. 2 émissions. On va être patient. Faites patient. Est-ce que Alexandre va faire le magicien? Vous voulez que je fasse le magicien?
Allez, Ouais, vas-y, on va voir si le magicien fonctionne. Ouais. parfait. Alors, Merci. moi, après je vous explique à ce que je me fais penser l'image. Qu'est-ce que ça pourrait faire penser? Alors, selon moi, l'image me fait penser, comme l'a dit Alexandre, à un atterrissage d'avion. Je dirais que l'appareil est un Boeing 737 au vu de ses moteurs en forme ovale brisée. Nous sommes la nuit ou alors au coucher ou au lever du soleil au vu des systèmes d'aide à l'approche et à l'atterrissage qui sont allumés. Et je pense oui, que cet avion atterrit et ce qu'on peut voir aussi c'est qu'au vu de la longueur de la piste, il atterrit sur un aéroport international. Mhm. Après, je pense que la photo a été prise par un plane spotter ou alors par un membre de la sécurité près des pistes. À moins que ça peut être aussi tout bien évidemment un photomontage, mais si c'en est un à ce moment-là, je pense pas que ça relate de comment vraiment atterrir un avion vu que les faits sont pas là. Nathan. Bon bah Nathan ça attendra, hein, voilà. Oui, parce qu'il a dit qu'il partait en régie aller chercher un autre micro. Non, et... bon, nous allons continuer. Je vais envoyer la deuxième image. Voilà. Voici donc la deuxième image que vous voyez à présent juste derrière moi. À quoi pourrait-on Intéressant. penser? Alors, déjà, on pourrait penser que cet avion est dans le désert. L'avion, c'est un Rafale, donc c'est un avion de chasse français. Au vu du sable qu'on voit derrière, je pense qu'il est du coup, comme je l'ai dit, probablement dans le désert, donc en entraînement dans le désert. Ça va être sûrement un entraînement de vol. Mhm. Voilà, et puis c'est un Rafale de l'armée française, l'armée de l'air. Vu que il y a une différence entre les Rafales de la marine, qui eux sont adaptés pour atterrir au porte-avions, et les Rafales qui atterrissent uniquement sur les bases militaires. Et je pense que celui-là est un spécial armée de l'air. D'accord. Alexandre, vous aurez dit la même chose ou pas? À peu près, mais moins dans les détails, forcément, vu que je suis pas un professionnel. Mais c'est vrai que ça se voit déjà que c'est une machine de guerre. Alors, on a le retour de Nathan, si tout se passe bien. Ah, alors... Son micro... Son micro bug. Ah, Même, je vais vous dire, son micro est coupé. La régie a merdé. Pas doué, hein. Alors, bon...
je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Nous allons envoyer. Vas-y, parle. Attends, Nathan, il essaye de voir si ça marche. Parce que là, je crois pas qu'on t'entend encore. Hein. Ah. Nous allons envoyer la dernière image. Cette dernière image voilà. La dernière image. Moi, personnellement, ça me fait penser au moment avant que l'avion décolle où on est en train de le placer correctement sur la piste de décollage. Ou alors après l'atterrissage, quand on le guide jusqu'à entre guillemets, du coup, la zone de... Bah voilà, la zone de... le quai, en tout cas. Voilà, moi, c'est à peu près ça que ça me fait pencher. Voilà, le tarmac. Merci beaucoup. Alors, moi l'image, c'est très simple, hein, ça me fait plutôt penser à un avion quand il a atterri. Parce que l'homme qu'on voit au premier plan de l'image fait déjà un signe du poing et il porte des bâtonnets. Et ces bâtonnets, c'est des bâtons qui permettent de guider l'avion. Surtout lorsque la visibilité n'est pas très bonne, ça permet de guider l'avion pour qu'il puisse se poser convenablement sur sa zone d'arrêt pour après déployer la porte ou l'escalier pour faire sortir les passagers. Et ça ne se fait pas au décollage, vu qu'au décollage c'est un véhicule directement qui va le pousser en arrière, vu que c'est beaucoup plus compliqué de guider un avion pour le faire reculer. L'avion plus particulièrement, ça a l'air d'être un avion Air France, au vu que la mini-voiturette est Air France, et je dirais que c'est un Boeing 777, parce que au vu de la forme, ça ressemble beaucoup à un Boeing, et parmi les Boeing, c'est les 777 qui sont le plus utilisés par la compagnie nationale. Donc voilà, c'est surtout, je pense, du coup, l'arrivée d'un avion sur le tarmac en train d'être arrêté, vu que les bâtonnets ils sont en croix et il fait un signe point, donc ça doit être sûrement pour ordonner l'arrêt des moteurs. Voilà. D'accord. D'accord. Alors maintenant, nous allons parler de votre projet qui est la bague CW Ring. Alors c'est pas CW Ring, c'est CW Ring. Ah, excusez-moi. CW Ring, parce que ça se prononce à l'anglais, ça. D'accord. Donc, vous avez pour projet de faire une bague connectée. Exact. Et pourquoi avez-vous fait ce pari fou de faire une bague connectée? On va pas dire que c'est un pari fou, on va dire que c'est un pari osé. Car dites-vous très cher qu'aujourd'hui les bagues connectées ça existe déjà. Mais pas celles que je compte proposer. Sinon ça existe déjà. La plupart des bagues connectées aujourd'hui servent à étudier notre corps, à nous servir de porte-carte, portefeuille virtuel, et ça nous permet aussi d'avoir l'heure, par exemple, de la prière pour certaines bagues. D'autres vont nous permettre de faire du transfert de données. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de fonctions différentes, et celle que je propose se rapproche un peu d'une bague connectée qui avait été faite mais qui a échoué, qui aurait dû être proposée par une filiale de Jeff Bezos, et faute de composants elle a échoué, et cette bague permettrait du coup de téléphoner, envoyer des messages, répondre à
répondra à des notifications, et cette fois-ci, moi de mon côté, j'ajoute un écran hologramme. Alors le concept, je le sors pas de n'importe où. Déjà, l'hologramme, c'est une technologie qui fait beaucoup parler d'elle. On en a beaucoup parlé, par exemple, au CES 2024 à Las Vegas, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand forum d'innovation. Et du coup, plus personnellement, le concept de la bague est tout droit sorti de la série à succès mondial Miraculous dans la dernière saison. Il nous présente une bague justement qui propose tout ça, et cette bague nous montre justement dans la série, ça nous montre juste les dangers que peut avoir l'IA. Mais dites-vous que notre bague connectée n'aura pas de danger. Notre bague connectée du coup sera avec une IA, un assistant personnel qui sera numérisé, sera une vraie personne qui aura été directement scannée en 3D, qui répondra aux besoins et qui fera beaucoup de choses. Le but est de partir un peu sur les bases des montres connectées, ou tout simplement de l'appli mobile connectée qui connecte le téléphone à leur ordinateur. Voilà, donc c'est un pari peut-être un peu fou, mais osé, et qui sera réalisable. Nous sommes en train, avec le bureau d'études, d'étudier les composants nécessaires, et aussi d'étudier des premiers prototypes. D'accord. D'accord. Alors, en attendant que Nathan revienne, qu'il est en régie, Nathan, est-ce que... Alexandre, est-ce que c'est un pari fou, vous pensez? À premier abord, c'est vrai qu'on peut croire que c'est un pari fou, parce que quand même, elle a une telle technologie, sachant que pour certains, le futur est encore loin. Bon, ok. Quand on regarde de plus près, cependant, on peut se dire que c'est quand même un projet qui pourrait quand même être très intéressant pour notre futur, et qui n'est pas impossible. Vu que les hologrammes seraient déjà, entre guillemets, possibles à être créés. Donc moi, personnellement, j'y crois fort à ce projet, et pour moi, je ne trouve pas ça impossible. Je me dis qu'il y a des choses où il faut juste après tenter d'y croire, et moi j'y crois à 100%. Donc, on pourrait dire qu'impossible n'est pas français. Je suis entièrement d'accord, impossible n'est pas français. Il est l'heure de marquer une pause publicitaire. Nous revenons dans quelques minutes. Ne bougez pas, c'est juste après. Nous sommes de retour sur le 23h. Merci d'être avec nous. Nous sommes en présence de Charles Waldner et d'Alexandre Charles Waldner. Malgré tout, Nathan Dubois n'est pas disponible pour cette seconde partie. On lui envoie un maximum de soutien. Voilà. Nous ne savons pas ce qui lui arrive actuellement, mais voilà. Alors, du coup, nous étions en train de parler de la bague connectée, où cette bague connectée avait un projet sur l'holographique. Ouais, c'est ça. Alors, cette bague, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un intérêt tellement gros que ça peut surcoûter, ça peut valoir beaucoup cher? Je pense que déjà je pense que les premiers temps ça coûtera cher, parce que les différentes technologies qu'on propose sont des technologies récentes, sont des technologies qui n'existent pas ailleurs. Du coup, on sera les seuls à monopoliser ce marché.
Et après, tout dépendra aussi de l'offre et la demande, aussi de la loi de l'offre et de la demande. C'est plus les gens ils vont nous demander, mais nous on peut pas offrir. Plus les demandes sont grandes et l'offre n'est pas suffisante, à ce moment-là, on fera monter les prix. Et plus la demande est basse, mais l'offre est supérieure, à ce moment-là, on réduira les prix dans la quête d'avoir des acheteurs. Mais en tout cas, pour le moment, et ça, ce sera précisé dans un futur communiqué de presse d'Invention du Monde, mais du coup on a prévu que la bague ait des effigies qui sont en quelque sorte les personnes représentatives du produit en lui-même en tant qu'assistant personnel, et qu'on verra dans les pubs de promotion. Et donc ça, ce seront les effigies de la marque et du produit bague connecté. Et dans chaque pays, il y aura, on a prévu d'essayer de le vendre un peu dans le monde, et dans chaque pays, il y aura un ou plusieurs, 2 ou 5 ou 6 personnes qui représenteront en tant qu'effigie leur pays pour la bague connectée. Et qu'on verra que lorsque l'utilisateur sélectionnera son pays, ça lui redirigera les premières effigies qu'ils verront au début leur diront vu que vous avez sélectionné ce pays, nous vous transférerons d'autres effigies qui seront telle personne, tel groupe, voilà. C'est le petit projet en cours. On a déjà trouvé les effigies pour la France, pour la marque Invention du Monde et pour les États-Unis. Et on est en train de regarder pour les effigies en Belgique. D'accord. Alexandre, ces effigies, ça vous parle? Moi, je trouve que c'est une bonne idée de représenter certains pays avec des effigies et pas que tout le monde entier les mêmes personnes. Ça permet un peu de faire que chaque pays ait son identité. Donc voilà, moi, franchement, je suis fan. Surtout que, si j'ai bien compris, c'est que chaque pays a son effigie. C'est un peu un effigie unique dans le pays. C'est bien ça. Voilà, et chaque effigie représente et passe un message différent. Ça peut représenter un idole qui est connu dans tout le pays, comme par exemple un grand sportif. Ça peut représenter une famille d'influenceurs qui font par exemple des chansons. Je prends l'exemple des États-Unis. On a peut-être potentiellement prévu faire appel à la Sharp Family Singer pour représenter l'harmonie d'une famille qui est autour du chant. Le but, c'est de montrer que les effigies sont en harmonie entre eux, et aussi de montrer, et avec ça du coup de créer une harmonie entre l'utilisateur et l'intelligence artificielle de la bague. On a tendance souvent à me dire que l'IA représente un danger, et je l'entends. Beaucoup disent que c'est une intelligence artificielle qui se fait toute seule, mais moi je vais vous le dire très honnêtement, l'intelligence artificielle, ça a été programmé par quelqu'un. Il y a des personnes derrière qui ont fait les programmations et qui ont programmé les réponses à sortir, qui ont programmé la base de données. Le seul côté qui semblerait un peu artificiel, c'est les réponses formulées par l'IA, vu que c'est en fonction du sujet, l'IA va aller chercher dans la base de données, trouver le sujet et afficher une réponse. Parce que les réponses sont pas préprogrammées, vu que ça peut être des milliers de réponses, ce serait trop long à programmer, mais en tout cas, c'est pas une intelligence qui a appris tout seul. Elle fait juste de rechercher les données et de générer tout seul une réponse. Cette histoire d'intelligence artificielle, est-ce que, imaginons, vous prévoyez de mettre ChatGPT, des choses comme ça Non, c'est pas prévu qu'il y ait ChatGPT, mais par contre, c'est prévu que les utilisateurs puissent naviguer sur Internet. D'accord. Vu que s'ils veulent utiliser l'IA, ils seront obligés de passer. Enfin, s'ils veulent poser une question à l'IA, par exemple, ils pourront s'adresser justement à l'utilisateur, à l'effigie, vous voyez,
à l'assistant personnel qui pourra même être eux-mêmes, hein, ils pourront eux-mêmes se numériser et être leur propre assistant, et à ce moment-là, il leur répondra. D'accord. C'est en gros intégrer une sorte de chat GPT à l'intérieur de la bague en tant qu'assistant personnel, sauf qu'il y aura des fonctions différentes. En plus d'être un dictionnaire géant, entre guillemets, il pourra répondre à d'autres demandes, prendre une photo, envoyer un message, appeler quelqu'un, vous voyez. Donc Un peu comme les commandes vocales de Google. ça a beaucoup de fonctionnalités, tout ça. Alors, nous allons passer justement de l'intelligence artificielle à un pays imaginaire, si je puisse dire, que vous prévoyez de faire. C'est l'île de la Alors, Nouvelle-Espérance. je vous arrête tout de suite. Cette île, ce n'est pas un pays imaginaire. Voilà, je vous arrête tout de suite. C'est pas prévu d'être un pays fictif, c'est prévu d'être un pays réel. Voilà, comme quoi c'est bien la preuve qu'il ne faut pas sous-estimer les projets des gens. Ce sera un pays réel qui existera, l'île de la Nouvelle-Espérance. Enfin, le royaume de la Nouvelle-Espérance. Alors, Vous pouvez reprendre. alors, alors, du coup, le royaume de la Nouvelle-Espérance, pour vous, le moment où vous vous êtes dit, ouais, je veux créer une île, un royaume, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit, voilà, on va construire un truc réel, mon pays, des fondations, des choses comme ça, ou alors vous vous êtes dit, bah voilà, j'ai un rêve, c'est comme ça, et puis voilà. Alors, tout est parti d'abord d'une découverte quand j'ai regardé une vidéo et que j'ai découvert les 7 plus petits pays du monde. Après, autour de ça, il y a eu d'autres choses qui se sont mis autour, d'autres recherches qu'il y a eu autour. Et il parlait dans ces recherches justement il montrait aussi ce qu'on appelle les micronations, c'est-à-dire des petits États qui sont parfois sur des territoires qui appartiennent déjà à un État et qui s'auto-revendiquent indépendants. Et parfois, ça peut partir juste pour une parodie, faire augmenter le tourisme, et parfois, c'est vraiment des pays qui réclament leur véritable indépendance, mais qui sont pas réellement reconnus par les États. Ils sont reconnus entre eux, oui, mais pas par les grands États de l'ONU. Et c'est dans cette optique que je me suis dit, ce serait bien de créer mon pays. Et puis quand on voit comment la situation autour de nous dans les différents pays dégénère aujourd'hui, nos libertés qui se perdent de plus en plus, le fait que de plus en plus on ne peut moins acheter, on peut moins se faire plaisir, je me dis, il faut changer tout ça. Mhm. Et donc, dans cette optique de changer tout ça, j'ai eu l'idée de créer mon propre pays et j'ai commencé à me renseigner. Ça fait bientôt 2 ans que j'ai commencé les recherches dessus. Enfin, ça fait 2 ans que j'ai commencé à officialiser le projet. Ça fait peut-être qu'un peu avant, j'avais pas imaginé le projet, enfin j'avais juste fait des recherches, mais c'est vraiment à partir de cette période-là que j'ai commencé à officialiser le projet en me disant on y va, on se lance, on va faire comme ça, et après on commence à travailler dessus. Par exemple, là aujourd'hui, il y a déjà des premières idées de textes, des débuts de textes de loi qui ont été rédigés et qui seront améliorés au fil de temps par les habitants. Au début, les plans de l'île prévoyaient une île grande, mais j'ai décidé, c'est en cours, je suis en train de rechanger les plans, j'ai envie de faire un truc plus petit. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des milliers de personnes qui se ruent sur l'île. Et le but, ce serait vraiment de créer un endroit où les gens peuvent vivre dans l'espérance d'un nouveau monde, d'où le nom île de la Nouvelle-Espérance. Et du coup,
j'ai déjà écrit quelques textes de loi. J'ai écrit une constitution, un code civil, un code pénal, etc. Il y a déjà pas mal de codes, enfin les bases de ces différents codes qui ont été écrits, se basant sur le droit international. Et la suite des codes seront écrits plus tard. Et en attendant, on est en train de définir le territoire. On a déjà un drapeau, mais on est en train de définir le territoire, les villes. Est-ce qu'on met des régions, des départements? C'est vraiment un long travail qui est en cours. Mais plus tard, ce sera abouti. Je pense que dans quelques années, même si l'île sera pas encore prête, on pourra se déclarer indépendant sur la portion auquel on a prévu de s'installer. Et essayer de gagner la reconnaissance des micronations ou de l'ONU, voire même des deux. Si on pourrait faire être reconnu des deux, cela pourrait par exemple pour certaines micronations qui aimeraient être reconnues comme réellement des vrais pays, à ce moment-là les aider dans leur combat pour se faire reconnaître en tant que nous aussi qui avons été passés par le chemin de micronations et de créer un pays du début. Mais dites-vous que je suis pas le seul à vouloir créer un véritable pays. Il y a par exemple aussi le cas du Liberland qui s'installe sur une terre réclamée par personne, qui est située entre la Serbie et la Croatie, et même si c'est un peu compliqué, ils arrivent à obtenir... ils ont pu devenir indépendants et ils essayent d'obtenir le soutien de la communauté internationale pour construire leur pays. D'accord. Voilà. Alexandre, qu'en pensez-vous de ce projet? Moi, je trouve que c'est un projet très ambitieux. Bon, je sais que tout prend du temps, mais on croit fort à ce projet et moi, je sais que des projets comme ça doit se féliciter. Surtout que ça peut demander du temps. Imaginons il y a des touristes, le passeport, carte d'identité, des choses comme ça. Ça c'est un peu le risque aussi, mais bon, on doit y faire avec, hein. Ah, mais... Après, dites-vous que oui, il y a des pays qui ont échoué, mais justement, ça a fait une belle expérience. Et puis, de toute façon, il faut toujours passer par l'échec. On ne peut pas avancer si on n'a pas au moins échoué une fois dans notre vie ou avoir eu un léger échec, par exemple, entre guillemets, avoir perdu une bataille dans son projet. Sinon, on ne peut pas avancer. Parce que les projets qui ne perdent aucune bataille et qui gagnent la guerre totalement sans avoir perdu aucune bataille, à ce moment-là, c'est des projets qui vont forcément... qu'ils ont forcément une faille et qui vont au bout d'un moment se faire détruire car ils vont être découverts. Alors que des projets qui ont des batailles, même si elles sont pas très grandes, mais en quelque sorte entre guillemets des petites batailles qu'ils ont échoué, à ce moment-là ça leur permet d'avancer. Mais sinon, pas avancer plus loin. Et moi, ce projet, si je perds des batailles, c'est pas très grave, mais je n'abandonnerai jamais cette ambition. En général, j'ai jamais abandonné un seul de mes projets que j'ai lancés. Même s'ils n'ont pas avancé depuis longtemps, ils sont toujours dans les cartons, prêts à être avancés dès que j'aurai plus d'autres projets à faire. D'accord. Alexandre, comme disait Charlie, la paperasse, c'est sûrement quelque chose obligatoire. C'est... Oui, en effet. Ça Tout doit se prendre... déclarer. Et Oui. je sais que c'est des choses comme ça prend généralement du temps à déclarer de la paperasse, mais bon, on n'a pas le choix. C'est important de tout déclarer, on peut rien cacher. Et, moi, je trouve que ceux qui déclarent rien et qui cachent tout... c'est honte juste à vous quand même, parce que à un moment donné, on vous autorise quand même de faire un truc important, et vous, tout ce que vous faites, c'est après faire n'importe quoi. Mais donc je sais qu'il faut prendre du temps avec la paperasse, parce que c'est ça qui joue tout, hein. Après, si vous voulez, je peux vous donner les différentes caractéristiques pour pour se déclarer indépendant.
C'est très simple, hein. Il faut avoir une terre définie, une population constante, même si on n'est pas très nombreux, même s'il y a à peine genre une petite dizaine d'habitants, une petite trentaine d'habitants. L'essentiel, c'est d'avoir une population qui vit quotidiennement sur ce territoire et pas une population qui vit juste un léger bout de temps sur ce territoire. Ensuite, faut créer c'est une constitution, faut établir ses lois, avoir un gouvernement et après avoir un drapeau, si on souhaite une monnaie et enfin la reconnaissance des différents États. C'est pour ça que par exemple les micronations qui sont pas forcément reconnues par d'autres États, par les grands États, ils se reconnaissent entre eux et organisent du coup des conventions. Ils organisent des conventions entre eux pour s'entraider, même si certaines micronations ont fonctionné et ont pu par exemple rencontrer les présidents du pays où se trouve, où se trouve la micronation. Alors, en parlant de micronation, en parlant de micronation, notamment le Vatican, le San Marino, des choses comme ça. Alors, Saint-Marin est un vrai pays reconnu. En soi, vraiment quand je dis micronation, c'est des territoires la plupart des gens, ils les mettent sur un territoire qui appartiennent déjà à un pays. Je parle celle de l'Italie. Celle de l'Italie. En Italie, il y a pas. Enfin, en Italie, Saint-Marin est un vrai pays reconnu qui existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, c'est le pays qui a la plus vieille constitution au monde. Ouais, ok. D'accord. Du coup, la question était, en tant que, si jamais vous créez votre micronation, est-ce que vous n'avez pas peur de le simplement fait que la population vous voit comme simplement un pays déplaisant entre guillemets? En soi, je pense qu'il y a un risque, mais en fait, tout dépend de déjà où vous vous placez, de 1, et de 2, du projet que vous allez porter. Les valeurs que vous allez porter vont dépendre de l'opinion. Et moi, en général, je prône des valeurs libérales tout en gardant bien évidemment certaines limites, mais des valeurs libérales qui permettent que les gens qui viennent dans ce pays peuvent devenir qui ils veulent, enfin les aider à s'épanouir, et puis ceux qui ont besoin de prendre leur liberté car ils se sentent enchaînés par les gouvernements autour de nous. Et ça, je pense que c'est à ce moment-là que les autres gouvernements risquent de pas trop m'apprécier. Ils peuvent venir ici et commencer une nouvelle vie et pouvoir se changer d'air et se mettre dans un pays où on sera pris le moins possible par les taxes, parce que même si au début il y aura une taxe pour le pays, petit à petit on a prévu de réduire cette taxe jusqu'à la mettre à 0, quoi. Pour permettre, non pas dans le but de créer un paradis fiscal, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de créer un pays où l'argent a peut-être une valeur, mais une très faible valeur, parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, qui fait que beaucoup de gens ne supportent plus leur vie actuelle, leur monde actuel, c'est que c'est l'argent. Parce que du coup, dans les grands pays, on prône l'argent comme une grande valeur, on dit qu'on peut rien faire sans l'argent, alors que c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui se font même sans l'argent. Et c'est ce que je veux montrer au travers de ce projet, que même si ça va coûter de l'argent, derrière, c'est vous pouvez venir avec de l'argent ou pas, vous pourrez faire ce que vous voulez. Sauf les trucs bien évidemment qui sont illégaux, il y aura des limites, mais en tout cas tout ce qui est possible de faire dans ce pays, avec de l'argent ou pas, vous pourrez le faire vu que vous serez soutenu par le gouvernement. D'accord.
ce projet de gouvernement envisageable, qu'en pensez-vous, Alexandre? Je trouve que le projet est un peu spécial, mais bon, après tout, moi je pense que ça peut passer en soi. Ça va être. Je pense que ça va être un peu spécial quand même, parce qu'à un moment donné. Sûrement. On parle quand même là de créer un tout nouveau gouvernement, mais ça peut être intéressant. À voir. Moi je demande à voir. Nous allons passer à toute autre chose maintenant. Nous allons passer sûrement, je pense que vous l'avez vu chez vous, quelques coulisses du film La guerre des deux roses. Je pense que si j'ai l'accord, on va vous montrer un extrait. Alors par contre, juste un très court extrait ou alors juste une image d'un décor parce que le reste est sous la secret confidence de TRF. Oui, on va montrer une image qui est derrière moi. Alors, la question, c'est d'où vous est venue cette idée de la guerre des deux roses? Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais comme je le dis, faut toujours croire en son rêve et ne jamais abandonner. Quelle qu'en soit la provenance de l'idée, c'est toujours une idée, tant qu'elle nous plaît, c'est toujours une idée qui va du coup nous faire avancer. En gros, c'était suite à un clip que j'ai vu d'une chanteuse qui a été connue surtout en 2020 avec l'Eurovision, donc avec l'Eurovision Junior, donc je parle de Valentina. Et quand j'avais vu le clip, c'était assez particulier et les décors autour étaient en plus incroyables. Donc voir le clip, plus autour dehors en regardant par la fenêtre du véhicule dans lequel on roulait, voir les décors magnifiques, c'est vrai que ça a réveillé un peu l'imagination en moi. Et puis petit à petit, les nuits ont passé, les soirées ont passé, je commençais à avoir des personnages du film autour de moi, les idées qui montaient en tête dans différents univers. Et vers la fin de ce voyage, parce que c'était un road trip, vers la fin de ce voyage, j'ai écrit des résumés de 3 films. Et au retour, par exemple, le jour de mon anniversaire, en pleine visio avec ma famille, j'étais en train de commencer à écrire grosso modo le premier film, et puis là aujourd'hui on est en train de le produire, mais pour le moment sera prévu qu'il y ait 3 films. Qu'en pensez-vous de ce projet, de ce film, La guerre des deux roses, Alexandre? Moi franchement j'ai aucun commentaire à faire vu que j'y participe dedans, donc non, j'avoue que c'est un beau projet. Après, à voir ce que ça va donner, comme d'hab, parce que c'est vrai qu'après, c'est un peu un style de film qui est pas trop exploité sur Roblox. Alors, je sais pas comment l'avis du public va sortir, mais bon, je lui souhaite que le meilleur au film. Merci. Surtout que ça mélange un peu de guerre, ça mélange un peu d'action, ça mélange un peu de tout ça, quoi. C'est un peu spécial. Après, est-ce que... Chaque chose en soi est spéciale, donc il ne faut pas critiquer. Faut pas en gros dire à une personne que son projet ça n'a rien de spécial, c'est un projet idiot, parce qu'en soi on a tous quelque chose en nous de spécial, à nous de le découvrir et à nous de l'exploiter. Est-ce que vous pensez qu'avec ces codes que vous menez dans ce film, vous pourrez aller loin?
Alors, je pense qu'on peut aller loin. Après, c'est vrai que ça permet de proposer un nouveau style de film aux jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes aiment bien les jeux vidéo, en particulier les plateformes de jeux vidéo, parce que du coup, ils peuvent se retrouver à des millions d'utilisateurs. Et je pense que ça peut vraiment beaucoup plaire au public de proposer un nouveau style, enfin mélanger les anciens styles de films qui se faisaient, comme les comédies musicales qui parfois duraient jusqu'à 2h30, avec justement un côté un peu Roblox, un peu jeu vidéo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on le voit bien avec les films d'animation, on est réduit à moins de 2 heures, on est bientôt à 1h45 de film. Certains films, on est descendu à 1h30 à peine de projection. Donc c'est vrai que ça fait un peu dommage de se dire que voilà, c'est même dans certains films, les combats finales à la fin du film, quand il y en a, c'est devenu un peu trop court. C'est pour ça que je me dis que reproposer des films longs permettrait de réattirer du public qui aimait bien passer son temps au cinéma, et en plus proposer un tout nouveau style de film qui pourrait sûrement plaire. En tout cas, j'espère que ça plaira. En attendant, toutes les personnes qui ont tourné sur ce film adorent le concept, sont très contents d'y tourner dedans, et certains ont hâte de continuer à tourner dedans. Alors j'aimerais réagir à justement ce que vous avez dit, le fait que c'est vrai que les films commencent à avoir des choses qui se détruisent. C'est justement à cause du changement. C'est que il y a le public jeune qui est un peu moins fan, c'est les nouveaux publics jeunes en tout cas. On a l'impression qu'ils sont un peu moins fans de ça, et qui du coup les films sont devenus un peu plus différents. Alors c'est vrai que certains ont des combats finaux moins incroyables, et d'autres en ont des à couper le souffle, mais c'est parce que justement il faudra avoir des films d'un peu tous les sens, parce que c'est vrai que le but est après pas que certaines scènes, même si c'est dans un film d'animation, le but c'est pas de traumatiser. Donc il y a eu ceci qui fait que du coup certaines grosses boîtes ont pris la décision de détruire un peu ces types de scènes, alors que d'autres continuent de se faire une joie de temps en temps, proposer un truc beau à la fin à voir. Mais je pense que ça dépend surtout des productions, parce que c'est pas un truc général, et que ça dépend aussi du fait de selon le type de public qu'ils veulent recevoir, et c'est pas toujours un public qui du coup aime un peu ce genre de violence entre guillemets. Même si c'est de la violence du coup un peu plus petite, c'est vrai que pour certains ça reste de la violence, et c'est pas trop ce qu'il voudra apporter dans le film. Ouais. Que je pense que c'est ça qui expliquerait essentiellement ce ralentissement de scène. Mais après c'est vrai que je suis d'accord avec vous, ça manque terriblement malgré tout, parce que je trouve que c'est ça qui fait un peu la force d'un film comme ça, c'est qu'il y ait toujours un truc un peu choquant qui se passe. Bon, faut pas que ce soit toujours un combat par contre, parce qu'après ça finit par être un peu probable, mais c'est vrai que certains films mériteraient quand même un combat final, parce que c'est une vraie cause à défendre, au lieu qu'une simple morale de temps en temps à 2 balles. Autant la mettre après le combat pour que la morale ait plus d'impact, au lieu que finalement elle soit juste casse-pied, parce qu'il n'y a pas eu un truc incroyable qui la déclenchera. Alexandre, est-ce que vous aurez une question à poser à Charlie? Alors là, franchement, on a fait le tour personnellement, donc je n'ai rien à ajouter. Alors, du coup, vous tournerez sur Pitié Fesses, vous tournerez sur Gaffun, sur Lightopia, c'est bien ça? Oui, Lightopia, Redcliffe, Bloxburg, et je crois qu'on a fait le tour. Et on en passe, bref, ça fait quand même beaucoup de jeux. Est-ce que vous vous dites faire tout sur plusieurs jeux peut avoir un impact que si on fait tout sur un seul jeu? Bien sûr, parce que c'est vrai que même s'il y a des gens qui font, même si la majorité font tout le temps sur le même jeu, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi des fois, et peut-être que c'est le cas de d'autres personnes, quand ils regardent, ils se disent c'est tout le temps sur le même jeu, c'est tout le temps les mêmes décors, ça devient ennuyant. Alors que de voir
aller sur d'autres jeux, d'autres décors pour simuler du coup un changement de ville. Le fait de changer du coup de jeu permet de changer de décor et de bien montrer la transition qu'il y a entre les deux villes et pas juste changer les maisons, changer les couleurs des bâtiments, vous voyez. Là, c'est vraiment un changement total du décor et je trouve que ça permet de mieux de se plonger dans un décor qui est différent. Et je pense que ça plaira aussi à beaucoup d'autres gens. D'accord. Alors, on va en conclure sur le mot de la fin. Est-ce que vous aurez un mot à transmettre Je peux vous retransmettre une phrase que j'aime bien me mettre en tête quand je travaille. C'est un rêve, c'est l'infinité des espoirs et ambitions de l'humanité. Un rêve nous fait avancer et ne disparaîtra pas tant que l'espèce humaine subsistera. Donc, en gros, en résumé, croyez toujours en vos rêves et ne cessez jamais de rêver parce que c'est notre âme même de vie. Le rêve nous a toujours permis de construire notre idée professionnelle, nous a permis d'avancer dans nos vies, de se créer des souvenirs mémorables, le fait de rêver toujours encore sans cesse pour pouvoir réaliser son projet. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez un rêve et que c'est un rêve qui vous plaît et que vous pensez que ce projet qu'il y a dans ce rêve est possible, avancez. Ne cherchez pas à comprendre et ne vous arrêtez pas face aux critiques des autres. Ce sera mon dernier mot de la fin. Alors, juste, on va conclure juste avec une dernière question qui venait. Hormis ça, est-ce que vous aurez des projets, des choses comme ça par ailleurs ou pas? En soi, pour moi, il n'y a pas d'autres projets en particulier à annoncer. Alexandre, le mot de la fin. Oh là, j'avoue, cette semaine, je n'ai pas de mot de fin, donc moi je dirais juste qu'il faut croire en vos rêves et vos ambitions et que ne lâchez jamais parce que si vous abandonnez, c'est vous donner raison à ceux qui veulent tout faire pour faire chuter votre projet. D'accord. C'est là-dessus que nous terminons. Venez me rejoindre, Charlie et Alexandre. Nous terminons là-dessus. Merci beaucoup, Charlie. Merci. Bien sûr, vous pourrez être réinvité un de ces jours, on ne sait pas. Merci. Merci Alexandre de cette présence. On se retrouve à prochain 23h. Tandis qu'à moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. One more time, celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Si vous souhaitez passer dans l'une des émissions du 23h, il est très simple, vous pouvez être sur le plateau si jamais vous avez des projets, des informations à donner ou des actualités, tout sujet ouvert, bien sûr dans le respect, dans les règles de l'art. Comment faire? C'est très simple, il suffit de rejoindre le serveur Discord de Paragon et de RTV. Il suffit d'envoyer un message dans le salon 23h de RTV
en envoyant nom, prénom avec le projet ci-dessous. Et vous aurez sûrement une réponse favorable. Et vous aurez sûrement une discussion pour en savoir un peu plus sur votre projet et pour qu'on le diffuse. Tandis qu'à moi, je vous retrouve à très vite. Surtout, n'hésitez pas de rejoindre le serveur Discord parce que c'est très important. C'est là-bas où tout se trouve. Donc voilà. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate.